Dans ma vidéo sur le 11 septembre, je vous ai fait un point guerre froide. Je n'ai pas détaillé ce qu'était la guerre froide. Et bah vous savez quoi, dans cette série, on va rectifier ça. C'est parti. La guerre froide fait référence à une époque du monde où ce dernier était divisé en deux blocs, l'Ouest et l'Est, et dans laquelle on a failli détruire la planète. C'était une époque de tension, de rivalité et d'affrontement. Pendant 50 ans, les États-Unis et l'URSS vont se disputer le monde en espérant ne jamais avoir à le détruire. Pendant 50 ans, ces deux nations vont s'affronter culturellement, socialement, idéologiquement, technologiquement, économiquement et sont passées à deux doigts de s'affronter militairement. La guerre froide a failli basculer en guerre chaude à tout moment. Retour donc sur cette période de tension extrême où le monde était divisé en deux et où l'horloge de l'apocalypse indiquait minuit moins 2. Faisons tout d'abord un préambule sur l'URSS car mine de rien, le pays commence un peu à dater. Donc il se peut que beaucoup d'entre vous ne savent même pas ce qu'était l'URSS. Et concernant les États-Unis, j'ai déjà fait une vidéo sur le pays que je vous invite à aller voir. L'URSS est donc l'Union des républiques socialistes soviétiques. Ce pays fut fondé en 1922 après la révolution bolchevique de 1917 dans l'ancien empire russe. Et on va faire encore un très rapide point sur la Première Guerre mondiale. En 1914, l'archiduc d'Autriche-Hongrie François Ferdinand, héritier du trône, est assassiné par un nationaliste serbe à Sarajevo en Bosnie, qui à l'époque faisait partie de l'empire austro-hongrois. Pensant que les Serbes étaient derrière ce coup fumant, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Mal leur ont pris, la Russie, étant alliée à la Serbie, déclare la guerre aux Austro-Hongrois. Mal leur ont pris car l'Autriche-Hongrie est alliée à l'empire allemand qui déclare à son tour la guerre à la Russie. Mal leur ont pris à ces Allemands, car la Russie est alliée à la France et au Royaume-Uni. Ces deux derniers vont également se joindre à la fête et déclarent la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. La Première Guerre mondiale a donc commencé. Les Russes, les Français et les Britanniques forment la Triple Entente. Les Allemands, les Austro-Hongrois et les Italiens forment la Triple Alliance. Cependant, les Italiens ayant signé un pacte de non-agression avec la France restent en dehors de tout conflit. Je vous la fais courte, les Italiens vont changer de camp alors que les Ottomans vont rejoindre les Allemands, les Japonais vont s'en mêler, les différentes colonies aussi, et à la fin, on va gagner la guerre. On va fracturer les empires allemands, ottomans et austro-hongrois. Cependant, on va se concentrer sur 1917. Cette année-là, les Américains vont se joindre à la fête et casser de l'allemand. Mais si on regarde un peu plus à l'est, on verra qu'il se passe des choses en Russie. La population, excédée par une guerre interminable, se révolte. Le tsar Nicolas II et sa famille sont exécutés. C'est normal en Russie. Des gouvernements provisoires prennent le pouvoir en Russie et en 1918, alors que la Première Guerre mondiale est finie, la Russie bascule dans une guerre civile. Plusieurs factions se battent afin de récupérer le pouvoir. Et en 1922, les bolcheviks assoient leur autorité sur le territoire russe. Les bolcheviks, menés par Lénine, ont influé plusieurs pays frontaliers à devenir des républiques socialistes fédératives soviétiques. On reviendra sur le terme socialiste plus tard. Le 30 décembre 1922, l'URSS est officiellement proclamée. Mais un peu plus d'un an plus tard, le fondateur est mort. Lénine meurt le 21 janvier 1924. Cet événement causera des luttes pour le pouvoir au sein du Parti communiste. Un homme proche de Lénine compte asseoir son autorité sur le parti et donc sur l'URSS. Car oui, de facto, le secrétaire du Parti communiste est le chef de l'État soviétique. Cet homme est Joseph Staline. Après la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont tranquillement dans leur coin. Leur économie va bien jusqu'en 1929. Le krach de 29 conduira les États-Unis dans une période qu'on appellera la Grande Dépression. Pour simplifier, le krach est causé par une différence énorme entre les valeurs en bourse des actions des entreprises et leur production réelle. En gros, c'est une bulle spéculative. Tant que la bulle grossit, tout va bien. Mais le jour où elle éclate, c'est la catastrophe. La bourse américaine chute et avec elle, le cours du Dow Jones à plus de 90%. Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis élu en 1933, doit donc relever le pays. À sa prise de fonction, le chômage aux États-Unis flirtait avec les 25%. FDR créera le New Deal, une série de lois économiques et sociales afin de remettre les États-Unis sur les rails et assainir le système bancaire. D'ailleurs, depuis le New Deal, les banques ne peuvent plus mélanger leurs activités d'investissement, donc d'achat d'actions, et leurs activités bancaires classiques.
Pendant tout son mandat, FDR s'emploiera à gérer les dégâts des crises sociales et économiques au sein de son pays. Mais son attention va vite se tourner sur l'Europe, alors qu'un Autrichien un peu énervé se prépare à rendre sa grandeur à l'Allemagne et rassembler les peuples germanophones. Le 1er septembre 1939, Adolf Hitler envahit la Pologne et la Seconde Guerre mondiale est déclarée. Cependant, la situation sociale et économique aux États-Unis est toujours fragile. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'aider l'Europe contre les nazis. De 1939 à 1941, les Américains resteront spectateurs. Le 7 décembre 1941, l'Empire du Japon, ayant marre des blocus des États-Unis dans le Pacifique, bombarde la base de Pearl Harbor et tue plus de 2000 soldats. Le 7 décembre 1941 est un jour qui sera toujours une honte et une catastrophe. Mais FDR le dit bien mieux que moi. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. L'attaque sera le casus belli pour les États-Unis et entreront en guerre contre les Japonais et leurs alliés. 1941 est un véritable tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Outre l'entrée en guerre des Américains, les nazis vont briser leur pacte de non-agression avec l'URSS et vont les attaquer. C'est ce qu'on appelle l'opération Barbarossa. Et je pense qu'on peut dire qu'avec le recul, l'Axe a perdu la Seconde Guerre mondiale en 1941. Avançons en 1945 maintenant. La guerre tire à sa fin. L'Allemagne est prise en étau par les Français, les Britanniques et les Américains à l'ouest et par les Soviétiques à l'est. Hitler se suicide le 30 avril et l'Allemagne capitule le 8 mai. La guerre est finie en Europe alors que les gagnants se partagent le continent et l'Allemagne en sphères d'influence, c'est-à-dire des zones où chaque camp exerce son influence économique, politique et culturelle. La sphère d'influence américaine se concentre sur tous les pays d'Europe de l'Ouest de l'Allemagne, au Portugal, en passant par la Turquie et la Grèce. L'URSS exercera son influence sur l'est de l'Allemagne jusqu'à ses frontières, en passant par la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Bulgarie et la Yougoslavie pour en nommer quelques-uns. En Asie, la guerre n'est pas encore finie entre le Japon et les États-Unis. Les Américains, dans le plus grand secret, vont développer l'arme de dissuasion ultime. Le projet Manhattan est sans doute le projet militaire le plus connu de l'histoire. Ce projet coûta plus de 1 trillion de dollars. En 1945, personne ne se doutait que les États-Unis vont créer une arme dont la capacité de destruction est immense. Une arme dont les dégâts causés sont monumentaux. Une arme capable de soumettre n'importe quel adversaire. Cette arme, c'est la bombe nucléaire ou la bombe atomique si vous préférez. L'Allemagne, raison initiale de la création de la bombe, est battue et a capitulé. Donc une utilisation de la bombe sur eux ne sera pas nécessaire ni pertinente. Mais en Asie, les Japonais refusent de capituler. Harry Truman, successeur de FDR après la mort de ces derniers, décida qu'il fallait contraindre les Japonais à capituler et montrer la force des États-Unis. Truman décida de créer un terrible précédent. Un précédent qui va traumatiser toute une génération. L'arme atomique sera utilisée pour la première fois de son histoire sur l'Empire du Japon. Le 6 août 1945, les États-Unis lâchent Little Boy, nom donné à la bombe, sur la ville de Hiroshima. Plus de 70 000 morts, sans parler des dégâts matériels. Le 9 août, les Américains lâchent Fat Man sur Nagasaki, tuant plus de 45 000 personnes. Leur message était clair. On peut vous bombarder à tout moment et indéfiniment. C'était faux, mais perception is reality. L'apparence des choses sont la réalité. Le Japon capitule et la Seconde Guerre mondiale est officiellement terminée. L'URSS et les États-Unis en ressortent gros vainqueurs et comptent bien diffuser leur influence et leur mode de vie au reste du monde.
Mais les soviétiques savaient que pour concurrencer les Américains, il fallait pouvoir avoir une arme aussi puissante que la leur. Qu'à cela ne tienne, au lieu de passer des années à développer, autant voler un modèle déjà existant. Pendant le projet Manhattan, l'URSS a envoyé un espion pour voler le secret militaire le mieux gardé de l'histoire américaine et créeront leur propre arme atomique en quelques années. Probablement le plus grand coup fumant de l'histoire. Grâce au fait qu'ils possèdent l'arme, les soviétiques peuvent parler d'égal à égal avec les Américains. Les Américains, voyant l'influence communiste monter en Europe en 1948, lancent le plan Marshall, du nom du secrétaire d'État de l'époque, George Marshall. Ce plan consiste à prêter de l'argent aux pays européens pour qu'ils puissent se reconstruire en achetant uniquement américain. C'est un très bon coup de la part des États-Unis. Grâce à ça, ils s'assurent que l'Europe de l'Ouest reste sous leur influence et endettée auprès d'eux, ce qui leur permettra de garder un certain contrôle sur les pays qui bénéficient de cette aide. Les États-Unis veulent donc projeter leur idéologie capitaliste sur ces pays. L'URSS veut faire pareil avec les pays sous son influence, mais avec leur idéologie communiste. Ces idéologies sont en opposition totale. Le capitalisme consiste en un marché libre et régulé où l'individu peut accumuler les richesses à son propre profit et où le rôle de l'État est limité. Le communisme, c'est totalement l'inverse. Le marché est complètement géré par l'État. La propriété privée n'existe pas, tout appartient à la collectivité et à l'État pour le bien commun. L'individu n'existe pas dans cette idéologie. Seul le groupe, ici la nation, compte. En URSS, le communisme était tellement dur que Staline enverra toute personne ne voulant pas céder leur propriété ou terre au goulag. C'est ce qu'on appelait la collectivisation forcée des terres. Mais je saute des étapes là. Pour que vous voyez bien la différence, prenons l'exemple d'une voiture dans les années 60 ou 70. Aux États-Unis, le nouveau véhicule qui faisait fureur était la Ford Mustang, créée par l'entreprise Ford dans un but de faire du profit. Si vous aviez assez de dollars sur votre compte, vous pouviez vous offrir une Mustang. Outre cela, vous aviez le choix parmi un nombre incalculable de modèles et de marques qui se battent pour être le premier dans un marché. En URSS, vous étiez sur une liste d'attente et c'était le parti communiste qui décidait si oui ou non vous auriez une voiture. Il n'est pas non plus question d'un marché, seul Lada était autorisé à fabriquer des véhicules de masse. Et les modèles étaient plutôt limités. Si vous étiez un citoyen lambda, vous auriez une Gigouli et rien d'autre. Même pas la peine de négocier, c'était ça ou rien. Le but n'était pas le profit, mais de motoriser l'URSS, et de le faire vite. Donc une seule marque, peu de modèles, et le plus important c'est que le véhicule roule. Le confort, on n'en a rien à foutre. Et bien sûr, un seul modèle pour qu'on puisse mettre tous les citoyens sur un même pied d'égalité. En 1949, avec tous les pays qui ont bénéficié du plan Marshall, sauf la Suisse, l'Irlande, la Suède et l'Autriche, les États-Unis vont créer l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN pour faire simple. Une alliance militaire clairement anti-soviétique. Son rôle est d'assurer la sécurité de l'Europe et est de nature défensive. Je vais vous faire la lecture de son article 5. L'article 5 stipule que, je cite, « Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles, survenant en Europe ou en Amérique du Nord, sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties. Et en conséquence, elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées, en prenant aussitôt individuellement et d'accord avec les autres parties telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord. Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationale. » Donc en 1949 naquit l'OTAN. Les deux blocs se font décidément face et opposition. La guerre froide a commencé.